Bonjour à tous, c'est Raphaël, élève avocat du site aidetd.com. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question joviale, question qui fait chaud au cœur, le thème du burn-out. Je précise juste avant de commencer la vidéo que ça, c'est la première vidéo que je fais sur le burn-out. Ça va concerner les éléments en droit du travail. Et dans une deuxième vidéo qui sortira dans 2 semaines, je ferai une vidéo qui va concerner les aspects de protection sociale, de sécurité sociale sur le burn-out. Alors, j'ai fait quelque chose de tout simplement génial, c'est que j'ai fait un plan pour la vidéo. J'ai divisé la vidéo en 2 parties. La première partie, la caractérisation du burn-out. Deuxième partie, les conséquences juridiques du burn-out. C'est un plan qui m'est venu comme ça. D'abord sur la caractérisation du burn-out. Ce qu'il faut savoir d'abord au niveau source, c'est que le burn-out n'est pas prévu par le Code du travail. Le terme même de burn-out n'est pas prévu par les arrêts de la Cour de cassation. On le retrouve dans un seul arrêt de la Cour de cassation, mais elle le met entre guillemets, ce qui signifie qu'elle ne reprend pas à son compte ce terme, elle se servait simplement de la terminologie, du vocabulaire employé dans les moyens du pourvoi. Donc la Cour de cassation fait référence parfois non pas au burn-out, mais elle utilise le terme d'épuisement professionnel. Donc il y a une source jurisprudentielle qui reconnaît le syndrome de l'épuisement professionnel. Maintenant, comment on fait pour définir ce que c'est que l'épuisement professionnel? Il faut raisonner à partir d'indices que nous donne la Cour de cassation dans ses arrêts. Et ces indices, c'est les suivants. Elle nous dit que l'épuisement professionnel est caractérisé lorsqu'il y a une surcharge de travail qui va entraîner une dégradation de l'état de santé du salarié, que ce soit une dégradation de l'état de santé physique ou mental. Ça peut être le cas échéant des certificats médicaux qui vont attester du syndrome d'épuisement professionnel du salarié. Et puis, il va falloir aussi rapporter la preuve que ce syndrome-là est lié au travail et notamment à une surcharge de travail. Alors, on commence avec l'obligation de sécurité de l'employeur. L'obligation de sécurité de l'employeur, elle est prévue dans un article qui nous dit que l'employeur doit prendre soin de la sécurité physique et de la sécurité mentale de ses travailleurs. Alors cette obligation de sécurité, elle a plusieurs déclinaisons. L'employeur a par exemple une obligation d'évaluation, notamment à travers le document unique d'évaluation des risques. Il évalue les risques pour mieux prendre des mesures de prévention. Il y a aussi une obligation d'adaptation, etc. Ça, c'est prévu dans le Code du travail, c'est les principes généraux de prévention. Donc ça sert à rien que je les détaille tous ici, mais bon, voilà, il y a une obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Une fois qu'on a énoncé tous ces textes, on peut citer un arrêt de la Cour de cassation qui a retenu que la Cour d'appel aurait dû rechercher s'il y avait la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur du fait d'un constat du syndrome d'épuisement professionnel par le salarié. C'est compliqué ce que je dis, mais en fait ça veut dire que la Cour de cassation admet qu'en cas de syndrome d'épuisement professionnel, de surcharge de travail, il est possible de reconnaître la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur. Une fois qu'on a fait ce constat-là, il faut tirer les conséquences de la violation de l'obligation de sécurité, si on a fait ce constat. Les conséquences, elles sont au nombre de 3, en tout cas pour cette vidéo, même s'il peut y en avoir beaucoup plus, mais moi j'en ai retenu 3. La première conséquence, évidemment, c'est la réparation du préjudice. Depuis un arrêt de 2015, depuis des arrêts de 2015, l'employeur a la possibilité de démontrer qu'il a pris l'ensemble des mesures prévues par le Code du travail pour satisfaire à son obligation de sécurité. La deuxième conséquence, c'est la prise d'acte. Le salarié va pouvoir prendre acte de la rupture du contrat de travail et cette prise d'acte pourra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Troisième conséquence, le cas échéant, le droit de retrait du salarié. Ça, il faut partir du texte du Code du travail. Il faut voir voilà, s'il y a un risque grave et imminent pour la santé du salarié. Donc, c'est à discuter en fonction des faits de l'espèce. Deuxième possibilité, le salarié peut aller en justice pour demander la reconnaissance, la caractérisation d'un harcèlement moral. Là, on ne va pas parler 2 heures du harcèlement moral parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le harcèlement moral, je mettrai dans la description un lien vers une vidéo d'un professeur de droit qui s'appelle Yannick Panière et qui explique en 5-6 minutes ce que c'est que le harcèlement moral. Donc il y a une définition et le syndrome d'épuisement professionnel ne permet pas à lui tout seul de satisfaire à la définition donnée pour caractériser un harcèlement moral. Mais on constate que dans certains arrêts de la Cour de cassation, et notamment dans un arrêt assez récent, la Cour de cassation a considéré que le syndrome d'épuisement professionnel, parmi plein d'autres éléments, parmi plein d'autres pièces fournies par le salarié, permettait de caractériser l'existence d'un harcèlement moral. Ce qui signifie que le salarié qui souffre de burn-out, d'épuisement professionnel, va pouvoir, le cas échéant, se servir notamment de cet élément pour demander la reconnaissance d'un harcèlement moral. Ensuite, la troisième conséquence juridique, c'est tout simplement la suspension du contrat de travail. C'est en fait l'arrêt maladie. Le salarié
la plupart du temps, lorsqu'il va souffrir du syndrome d'épuisement professionnel, va finir par se mettre en arrêt maladie. Alors, quand le salarié se met en arrêt maladie, il a une obligation, il doit prévenir l'employeur dans les 48 heures et il doit fournir un certificat médical. À défaut, il pourrait commettre une faute puisqu'il n'exécute plus sa prestation de travail. Alors là, on distingue deux cas, soit la maladie professionnelle, soit la maladie classique, l'arrêt maladie classique. Pour ce qui concerne l'arrêt maladie classique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une suspension des obligations, mais il va persister quand même l'obligation de loyauté du salarié. Mais ça veut dire que l'employeur n'est plus tenu de verser la rémunération et le salarié va percevoir des indemnités qui seront versées par la sécurité sociale. Ça fera l'objet de la deuxième vidéo dans 2 semaines. Pour ce qui concerne la rupture du contrat de travail, est-ce que le salarié en arrêt maladie peut se faire licencier? Bah non, il y a un texte de portée générale sur les discriminations qui prohibe les discriminations sur l'état de santé, qui nous dit que l'employeur ne peut pas licencier un salarié en fonction de son état de santé. Donc il y a une interdiction de licencier. Mais il y a 3 exceptions. La première exception, c'est lorsque le salarié va manquer à son obligation de loyauté. Exemple, je suis salarié, je me mets en arrêt maladie et je vais bosser pour le concurrent direct de mon employeur, je commets une faute et je peux me faire licencier pour faute grave. Le deuxième motif de licenciement, c'est lorsqu'il y a un motif économique, par exemple comme une cessation de l'activité de l'entreprise. Troisième motif, et dont on parle le plus fréquemment, qui est assez intéressant ici, c'est la perturbation, le trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise. Dans 2 cas en fait, lorsque le salarié est absent depuis une longue durée, on parle d'un arrêt maladie qui va durer par exemple plus d'1 an, ou lorsque le salarié est absent fréquemment, mais à répétition. Il va être absent 2 semaines en arrêt maladie, il revient 1 semaine, il se remet 2 semaines en absence, etc. Lorsque ces hypothèses-là conduisent à une perturbation grave du fonctionnement de l'entreprise et que cette perturbation nécessite le remplacement définitif du salarié, dans ce cas-là, l'employeur va pouvoir licencier le salarié. Sauf que un arrêt de la Cour de cassation, spécifiquement à propos du syndrome d'épuisement professionnel, est venu nous dire que lorsque le salarié souffre du syndrome d'épuisement professionnel, dans ce cas-là, cette voie-là du licenciement n'est plus possible. Ensuite, lorsque le salarié arrive à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. C'est la même chose, le contrat de travail est suspendu, le salarié va pouvoir percevoir des indemnités de la sécurité sociale, même s'il y a des particularités, etc. Le petit changement, c'est pour la rupture du contrat de travail. Là, c'est qu'on a un texte spécifique qui vise spécifiquement la maladie professionnelle et qui interdit toute rupture de l'employeur du contrat de travail du salarié. C'est uniquement possible en cas de faute grave du salarié ou en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif indépendant de l'état de santé du salarié. Alors ensuite, à la fin de la période de suspension, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une visite médicale de reprise. Visite médicale de reprise au cours de laquelle le médecin du travail va soit conclure à l'aptitude du salarié, soit aptitude partielle, soit inaptitude, etc. Pour ce qui concerne la vie d'inaptitude, ça va entraîner 2 conséquences pour l'employeur. Une suspension du versement de la rémunération d'abord, et ensuite il va devoir reclasser le salarié à défaut de reclassement possible. Dans ce cas-là, il pourra le licencier. Mais si le salarié arrive à démontrer que le licenciement est lié au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, dans ce cas-là, son licenciement sera sans cause réelle et sérieuse. Pour ce qui concerne l'aptitude partielle, le médecin du travail peut considérer que le salarié peut reprendre son travail, mais qu'il va falloir ralentir un peu la cadence. Et dans ce cas-là, le salarié va reprendre son activité, mais à temps partiel. Alors par exemple, 70, 80, 90%, 50% du temps de l'activité qu'il exerçait auparavant pour lui permettre de récupérer petit à petit et de reprendre son état de santé initial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye.